Plus haute branche d'un grand arbre, était perché un petit oiseau, ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouilla-t-il gaiement. Et sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, l'ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. Serge Paute est né le 30 janvier 1939 à Paris, à la maternité Beaudeloc dans le 14e arrondissement. Il est l'enfant unique d'une mère secrétaire sténodactylo et d'un père ayant été tour à tour guérisseur, magnétiseur radiesthésiste et brocanteur. Des gens simples, qu'un même destin d'enfants abandonnés a rapprochés et qui donneront à leurs fils tout l'amour qu'eux-mêmes n'ont pas reçu, mais qui surtout, très tôt, lui feront rencontrer le théâtre. Mon premier contact avec le théâtre, d'après les archives familiales, mais qui ont été dispersées depuis, ce fut lorsqu'avec ma mère, nous étions pendant la guerre à Mazamet. Je parle de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, vu mon âge. Et mon père étant prisonnier, il y avait des galas faits, organisés pour les prisonniers, des collectes. Et avec ma mère, donc, elle m'a emmené. Je marchais à peine, j'avais 2 ans. Et dès que le rideau s'est ouvert, paraît-il, vous savez, à cet âge, bon, eh bien, paraît-il, on me cherchait partout. Et j'étais parti à 4 pattes. J'avais monté les marches et je m'étais mêlé aux acteurs à ce moment-là. Et enfin, d'abord ma mère a été effrayée, bien sûr, parce que bon, à l'époque tout était effrayant. Mais enfin, on m'a retrouvé et on a dit quand même ce gamin. Alors, est-ce que c'est ça la vocation théâtrale? Je crois pas tout à fait, hein, quand même. Bon, après, bien entendu, il y a d'abord à l'école. Pas très brillant sur certaines matières, mais sur les matières rédactionnelles ou même de poésie, voilà, j'osais affronter le rire des petits cancres du fond de la classe. Enfin, moi, j'en étais pas loin, mais enfin, j'étais quand même pas au fond de la classe. Lorsque je disais une fable de La Fontaine ou un poème de Victor Hugo, bien entendu, il fallait que le maître ou la maîtresse les fasse taire, mais enfin, voilà, j'étais déjà... j'aimais dire, quoi. Et j'ai eu cette chance de passer une audition et en même temps, c'est pas moi qui l'ai passée, cette audition, c'est une jeune femme avec qui je jouais Georges Dandin. Elle faisait Claudine, je faisais Lubin et malheureusement, c'est ça aussi qui est cruel, c'est que Rouleau a été, je pense, séduit par mon interprétation de Georges Dandin, de Lubin et il m'a choisi. Et là, j'ai eu cette première expérience théâtrale où Rouleau étant un metteur en scène très reconnu, mais en même temps nous a mis en scène un groupe pour jouer au théâtre Montparnasse. Voilà. Et c'était donc en 63.
en septembre, octobre 63. Premier contrat. Le premier pas s'est fait quand même vraiment après que j'ai fait ce service militaire en Algérie, qui a retardé d'ailleurs le premier pas, puisqu'à l'époque, comme c'était non, c'était pas la guerre, c'était des opérations de police en Algérie avec napalm, enfin toutes ces choses-là, mais c'était considéré comme des opérations de police. Et donc j'ai fait 27 mois au lieu des 18 mois et donc tout de suite rentré d'Algérie. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans Chers parents, j'ai tout envoyé dans les airs. J'ai complètement voulu oublier cette période un peu néfaste et je me suis livré corps et âme au théâtre par la filière des cours. De ce jour, il ne quitte plus la scène, faisant du théâtre le théâtre de sa vie, et de sa vie des coulisses essentielles où amis, amour et militantisme tissent un courant d'inspiration. Il quitte Paris au début des années 60 pour faire un théâtre populaire et engagé en province. Démarrent alors des années enchanteresses, à tout jouer et à tout apprendre dans le sillage de mentors comme Patrice Chéreau, Marcel Maréchal ou Alain Ray. Durant 30 ans, il enchaîne sur les plus belles scènes de France, pas moins de 90 rôles. Il en ressort grandi, réconcilié, consolé de lui-même et des autres, au point de vouloir à son tour transmettre. En 1993, il fonde sa compagnie, le théâtre Midi Juste, à Valréas, dans le Vaucluse. Puis il s'installe en 1998 à Buis-les-Baronnies, où il crée le théâtre-école de la Lance et des Baronnies. Dans cette lumière du Midi qu'il ne veut plus quitter, il initie plus d'une centaine d'amateurs aux œuvres des plus grands. Surtout, il prend la plume pour écrire ses propres pièces, des textes profonds et incisifs, faits pour éclairer les consciences. L'acteur, ça vient du gras. Du gras, c'est immonde, et vous voyez, le repas de famille. L'acteur, il est famille. Il est dans la famille. Le dimanche à midi, en famille, il est assis sur le bord de la baignoire et la viande baigne dans son jus. Et ce jour-là, toute la famille au repas de midi a mangé des écrevisses. Mais il y en a partout des écrevisses. Sur la nappe, la serviette, le plastron. Et qu'est-ce qu'il fera plus tard, le petit ? Oh, alors là, c'est horrible. À cette question, l'écrevisse vous déchire les entrailles. Elle a déjà fait caca dans le pantalon, elle cogne, elle veut sortir l'écrevisse. Mais heureusement, la maman répond à la place du petit. Oh, vous savez, mon tout petit, il est très gentil, il dit très bien la poésie. Et quand il dit la poésie, parfois il peut devenir méchant, il fait les gros yeux, puis après il se rassoit et il redevient gentil, mon petit, gentil. Et vous savez, dit la maman à toute la famille, vous savez, mon petit, eh bien il veut déjà faire du théâtre. Le bonheur, il a fallu le trouver. Fallu le trouver, oui. Heureux, je sais pas, c'est en soi. Je pense que quelque chose qui me caractérise, c'est que j'ai, je sais pas d'où elle me vient d'ailleurs. C'est comme une naïveté constante, voilà, peut-être une âme d'enfant, comme dit dans Rester enfant, c'était une des vives impulsions que se donnait Villard,
il l'avait tiré d'ailleurs de la pièce de Clax, Le Prince de Hambourg, cette réplique, rester enfant. Et je crois que, moi je vois, enfin, dans le cours de ma vie, quoi, c'est vrai que beaucoup d'amis d'autrefois n'ont pas laissé tomber, mais bon, il y a de quoi de toute façon, c'est un monde terrible, le monde du théâtre aussi, on ne se fait pas de cadeaux, il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Mais bon, voilà, les échecs, si j'ose dire, ne m'ont pas atteint, quoi. Nous ne savons pas ce que sera le théâtre de demain. Nous n'avançons rien. Nous faisons simplement un pas en avant. Mais nous ouvrons des pistes à ceux qui viendront après nous et qui iront plus loin que nous. Nous vivons ici dans un lieu, mais comme en France, quoi, je veux dire, dans beaucoup de lieux en France, un peu détaché de l'art théâtral, si j'ose dire, quoi, parce que c'est un art, quoi. Et que parfois, je trouve qu'il y a il y a du superfétatoire, quoi. Il y a des personnes, enfin, qui se prennent vraiment pour les meilleurs acteurs ou les meilleures actrices ou pour meilleurs metteurs en scène, enfin, et qui vivent dans cet enclos avec au milieu de spectateurs, bon, qu'il faut bien le dire, ont quand même une connaissance artistique, mais voilà, applaudissent parfois un peu trop rapidement à des choses qui n'en valent pas la peine, quoi. Mettre un terme à la décadence du théâtre. Pas de milieu, pas d'entre-deux, mais Copeau, le vieux colombier, mais c'est l'extase. C'est le moment privilégié. C'est aller d'un seul coup dans la lumière, s'installer pour l'éternité. Les joies, parlons des joies, les joies sont éphémères, les joies sont immédiates. Les joies, c'est de jouer, les joies, et le plus souvent possible, bon, pas n'importe quoi bien sûr, mais d'en avoir aussi soi-même eu le désir de jouer cela, mais c'est pas un bateau qui chavire du tout lorsque l'on sort de la représentation, parfois si, mais quand même on se garde bien de se souvenir de ces instants, il y en a eu peu. Bon, mais je veux dire, on est sur une vague et puis on est à nouveau sur la mer, plate, heureusement, on flotte, et puis on sait que d'autres choses vont arriver, voilà. Ah, Philippe, Oui. il s'agit de se taire à présent et de travailler. Bien sûr, monsieur Prout. Merci. Le théâtre est toujours vivant, et le sera toujours, parce qu'il est le moyen le plus simple d'expliquer l'homme et de le divertir. Oui, tant que l'homme pourra éprouver, fût-ce une seconde dans sa vie, ce que Juliette éprouve pour Roméo, Portia pour Brutus, Marguerite pour Faust, Phèdre pour Hippolyte, le roi Lear pour ses filles, oui, tant que l'homme sera capable de questionner et de contrôler la nature par les sciences mécaniques sans devenir pour autant mécanique, le théâtre, oui, le théâtre restera vivant. Jean Vilar.